Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Jean-Baptiste Vervy. Jean-Baptiste est agriculteur dans la Marne. Sur sa ferme en grande culture, il produit aujourd'hui des céréales et des pâtes alimentaires qu'il transforme sur sa ferme avec Caroline, sa compagne, sous la marque de Papote. Fils d'agriculteur, Jean-Baptiste s'installe très jeune suite à des aléas de la vie. Rapidement, il fait le choix de ne pas rester dans un modèle unique. Il travaille en parallèle de sa ferme, notamment à la FDSEA pendant plusieurs années, participe à des projets de transition, puis cofonde une agence de marketing digital nommée les Black Moutons, dédiée à la communication auprès des agriculteurs. Dans cet épisode, on parle sans filtre de modèle économique, de coûts de production, de pratiques agricoles et de ce que ça veut vraiment dire aujourd'hui d'être agriculteur et chef d'entreprise. Un échange engagé et passionnant avec un agriculteur qui n'a pas peur de sortir des cases et de questionner les évidences. J'ai la chance de connaître personnellement Jean-Baptiste parce qu'on est tous les deux chroniqueurs sur l'émission télé Very Importante Paysan qui est diffusée sur LCP. Et je vous le dis, je tire mon chapeau à Jean-Baptiste. Son parcours, sa vision et sa détermination forcent l'admiration. Allez, je vous laisse en compagnie de Jean-Baptiste pour que vous découvriez cette belle personnalité et je vous souhaite une très bonne écoute. Ce podcast est diffusé en partenariat avec Expo Biogaz, le salon national 100% dédié au biogaz et au biométhane. Si vous êtes agriculteur, porteur de projet ou simplement curieux de mieux comprendre le potentiel du biogaz à la ferme, rendez-vous les 10 et 11 mars à Lyon. La Clé des Champs a le plaisir d'être partenaire de l'événement, on y sera. N'hésitez pas à aller sur leur site web ou leurs réseaux sociaux pour retrouver toutes les infos pour aller au salon. Allez, place à l'épisode du jour maintenant. Salut Jean-Baptiste. Salut. Bon, merci beaucoup pour ton temps. Tu peux peut-être nous raconter, déjà te présenter où on est, parce que là c'est un podcast un peu atypique. C'est sûr que c'est un podcast sur la ruralité, les agriculteurs. J'avoue. Là, il y a le petit canapé, les bouteilles de rhum juste au-dessus, quelques livres. Dans un hôtel Dans un parisien. hôtel. Alors, on peut pas tout raconter d'ailleurs, Louise. Bon, t'as raison. Donc moi, je suis Jean-Baptiste Vervy. Je suis agriculteur dans la Marne. J'ai une petite particularité de produire des pâtes avec ma compagne sur la ferme. Et puis, j'ai toujours eu des métiers à côté de mon métier d'agriculteur, et encore aujourd'hui. Et alors là, on est où? Explique pourquoi on est à Paris, pourquoi on est dans un hôtel tous les deux, éclaircis la situation. Alors, on n'est pas que tous les deux à Paris, mais bon, ce soir, on est tous les deux à dormir là. On a la chance d'être invités à être chroniqueurs dans une émission qui s'appelle VIP, qui est une émission de Very Important Paysan, qui est une émission dédiée à l'agriculture, qui est sur LCP. Voilà, et on fait partie des 4 chroniqueurs avec Antoine Robin, Michel Biraud, toi et moi. Exactement. Et c'est diffusé tous les 15 jours, mais je sais pas quand je vais sortir cet épisode. Donc, Ça donne pas trop la date. Mais c'est en replay. Voilà, En fait, allez voir le replay. en replay, tu le vois tout le temps. C'est ce que j'allais dire. Bon, alors raconte-moi, c'était quoi le déclic pour toi de devenir agriculteur? Ah, le déclic, je ne saurais pas dire vraiment s'il y a un déclic. Je me rappelle exactement, par contre, où est-ce que j'ai dit à mes parents je serais agriculteur. C'était leur anniversaire de mariage dans une petite salle des fêtes. Tu vois. Et puis tu fais le malin, tu sais, on ouvre les cadeaux, et des petits discours. Et puis j'ai dit un truc comme ça, un peu à l'emporte-pièce, mais pas vraiment, parce que je le voulais vraiment, de se dire, bon, vous inquiétez pas, maintenant c'est bientôt la retraite, vous pouvez partir, moi je m'occupe de la ferme. Quoi. Voilà, ça c'était l'annonce, on va dire, un peu officielle. Après, tu vois bien, quand tu es fils d'agri, on vivait sur la ferme. T'as un peu ça quand même un peu dans les veines, t'as des tracteurs, tu te dis quand est-ce que je pourrais monter sur un tracteur, quand tu montes sur un tracteur tu dis quand est-ce que je pourrais monter sur le plus gros des tracteurs, quand c'est le plus gros des tracteurs quand est-ce que je pourrais monter sur la batteuse, puis après voilà ça te suit un peu. Et moi j'ai la chance ou la malchance, je sais pas, j'ai toujours entendu mes parents me dire ne t'installe pas. Comme beaucoup de parents Mais tout le temps, agriculteurs. mais tout le temps. C'est terrible quand même. Ouais. Mais si tu veux, en fait, ils sont sympas parce que sans s'en rendre compte, moi, ça m'a donné l'esprit de contradiction, si tu veux. Vous voulez pas que je le fasse? Je vais le faire. Mais non, mais en fait, comme je les entendais ça, galérer sur les revenus et tout, je me disais, mais si la façon dont vous le faites, ça marche pas, peut-être qu'on peut essayer ça. Ou on peut essayer ça, ou on peut essayer ça. Et avec mon père, non, c'est toujours comme ça, on a fait comme ça, c'est comme ça. Et en fait, vraiment, je crois qu'ils sans s'en rendre compte, ils m'ont inculqué cette idée de se dire comment je peux faire autrement, quoi. Et ça, je pense que ça
ça m'a impacté parce que je le dis pour la ferme, mais finalement pour tout ce que je fais un peu, il y a toujours cette idée de se dire comment je peux aborder le sujet un peu autrement. C'est pas le truc de dire je veux pas faire comme les autres, c'est de se dire s'il y a un truc qui marche pas, hop, on se repose une question et on regarde par où on pourrait, s'il y a un autre chemin, quoi, tu vois. Et voilà. Et je me suis installé en 2007. Voilà, ça commence à dater un peu. Il y a 20 ans bientôt. Ouais, dans 2 bientôt ans. 20 ans. Et cela dit, alors si tu veux que je te raconte toute ma vie, enfin peut-être pas tout, mais en fait, ça fait déjà plus de 20 ans malgré tout que je fais la ferme. Parce que en fait, donc moi j'ai fait que des études agricoles. C'est déjà bien. Ouais, non mais ouais c'est vrai, mais je suis pas allé voir ailleurs. J'étais un étudiant au collège, voilà, moyen, qui se faisait chier tout ça. Et puis un jour ils m'ont envoyé après la troisième. Ils m'ont dit, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, c'est moi qui ai demandé ou si c'est eux qui ont voulu m'envoyer en école d'agriculture. Et là je me suis révélé. J'étais un peu mieux dans mon élément. Je suis devenu un bon élève. Mais quand je suis arrivé d'ailleurs, je me rappelle que ma mère était dépitée parce que le directeur m'a fait faire 2-3 exercices et il a dit toi ça sera BEP agricole. Oh le naze, tu vois, j'ai bien senti que t'es un gros naze, quoi, tu vois. Ma mère elle était bon, ok, trop bien. Donc on en rigole, je t'interromps, mais c'est vrai que c'est totalement sous-évalué, les cursus agricoles. Encore aujourd'hui, ça peut être considéré comme une voie de garage au final. Ouais, même globalement, ouais, je pense qu'effectivement, quand tu dis tu vas dans l'agricole, alors qu'en fait... le lycée agricole, pour avoir bossé pour eux et tout ça, j'ai été impressionnée de la diversité de l'enseignement qu'ils te proposaient, des débouchés qu'il y avait derrière. Enfin, c'est des super cadres pour scolaires, quoi. Le métier du vivant, il est tellement vaste. Enfin, du vivant et pas que. Mais un vivant animal, le vivant végétal, le machinisme et tout, il y a tellement de sujets que franchement, c'était trop bien. Donc moi, j'ai fait ça sur l'élevage. J'ai fait un BEP élevage laitier, là, que j'ai appris ça parce que mes parents étaient éleveurs laitiers. Après, j'ai repris un BTS Sax, puis un bac STAE à l'époque. De toute façon, ça a dû changer de nom. Voilà, ça a dû changer de nom. Après, un BTS Sax, ça existe toujours, quoi. Et en fait, pendant mon BTS, mon père est tombé malade. Et du coup, il est resté quasi 1 an à l'hôpital. Donc, j'ai commencé à faire la ferme. Enfin, ma mère a fait les vaches et moi, j'ai fait les champs tout en finissant ma dernière année d'études de BTS, quoi. Et j'aurais bien voulu faire une école d'ingénieur, tu vois. Je m'étais motivé après dans les études, donc j'aurais bien voulu continuer. Et puis bon, là, tu te dis, je vais revenir sur la ferme, quoi. Voilà. Donc, après, j'ai forcé. Mes frangines, elles m'ont un peu saoulé. Donc, j'ai fait une année d'études supplémentaires. Un bac plus 3 à moitié dans une école agricole ou pas, enfin c'était pas très compliqué, finalement j'étais assez vite à la ferme, ça m'a donné une année d'études supplémentaire, voilà, quoi. Mais bon, tu vois, je vais un peu résigné, je me suis dit c'est tout, je vais revenir sur la ferme, quoi. Même si je l'ai pas subi pour autant, ça m'a un peu saoulé de m'arrêter un peu vite dans les études, ou en tout cas j'aurais bien voulu aller voir à l'extérieur un peu ce qui se passait, quoi. Mais tu t'étais revenu aussi vite sur la ferme parce que tes parents partaient à la retraite, parce que ton père était malade? Non, parce que mon père était malade, ouais. Mon père, pour le coup, il a chopé un cancer. Alors, on peut rentrer dans les sujets tabous des produits phyto et tout le tralala. Oui, mais non, mon grand-père est décédé d'un cancer du mélanome, qui est le... Ah tu vois, moi, mon père, c'est ça, il a eu un myélome, qui est une maladie dérivée du sang. Et en fait, les os se cassaient et puis il s'affaiblissait. Mais il a quand même vécu 20 ans avec ça, quoi. Il a profité des progrès de la médecine. Mais enfin bon, pendant 1 an, il a été plus ou moins à l'arrêt. Donc, j'ai commencé à faire le boulot. Et comme, si tu veux... j'étais dans mes dernières années d'études. Puis après, sa santé, ça a duré encore un petit moment où il n'est pas trop revenu. Assez vite, moi, j'ai changé des choses. C'est-à-dire que mon organisation, c'était je bossais le week-end. Donc, on a changé avec ma mère. Enfin, on a changé un peu 2-3 matériels, ça. Et bon, il a vite eu sa place, puis eu sa place. Déjà, des choses qui s'organisaient différemment. Moi qui bossais le week-end, même quand il est rentré à la ferme, il pouvait pas forcément bosser, il regardait. Bon, du coup, ça l'a arrêté un peu vite, cette transition. Oui, pour lui aussi, ça n'a pas dû être évident déjà. Ouais. Et voilà, c'était une transition un peu brutale, quoi, pas vraiment choisie, tout ça. Après, eux, ils vivaient sur la ferme, ils ont vécu encore longtemps sur la ferme. Et moi, même une fois que j'étais installé, donc je le voyais regarder par la fenêtre
parce que du coup après j'ai commencé à bosser en commun, donc on avait du matériel qui était pas sur la ferme, donc j'ai déjà entendu des réflexions à la con disant il n'y a plus de matériel ici, tu vois, il n'y en a plus dans la cour, bah oui parce qu'il est chez le voisin, enfin en fait il y a toute une organisation qui a changé, du matériel qui changeait, le pulvé qui change, alors, bah, il est un peu perdu, tu vois, donc ça il s'est arrêté malgré tout un peu vite quoi. Après il lui restait plus beaucoup de temps avant la retraite, hein, cela dit, c'est ma mère, elle avait encore bah non, mais mon père, il avait. Oui, quand je me suis installé, c'était le moment de la retraite. C'est ma mère qui est restée 2 ans, je crois, 2-3 ans. Ouais. Et T'avais après... quel âge, toi, du coup, quand tu t'es installé? Et bah, moi, je me suis installé. J'avais 24 ans. Et bon, j'entends la frustration, mais après, on y reviendra. Tu t'es quand même bien rattrapé parce que tu as une multitude d'activités à côté du. Ouais, ouais. Mais en fait, on se construit de ça. Je pense, enfin, maintenant, c'est facile de le dire a posteriori. C'était pas un choix décidé, mais. Et en fait, le fait de reprendre une dernière année d'études, ça m'a amené à faire un stage. À l'époque, j'ai bossé à la FDSEA de la Marne, dans un syndicat. Et se poser la question de l'installation. Mes parents, ils avaient une ferme de grande culture, plus des vaches laitières. Et la question, c'est de dire, bah, qu'est-ce que je fais, comment je reprends. Bon, c'était un tout petit troupeau, il y avait une mise aux normes à faire et tout ça. En fait, on a dit, bah, salut les vaches. Et je garde un métier à côté et je continue d'être agriculteur. Enfin, je m'installe agriculteur, mais je garde un métier à côté. Donc, en fait, comme à la fin de mes études, je suis rentré à la FDSEA et je suis resté en fait 18 ans bosser à la FDSEA de la Marne, ouais, qui est en parallèle de ton métier déjà. Ouais, qui est un syndicat un peu particulier dans la Marne puisqu'il y a plein d'activités. Donc, j'ai pu évoluer et faire plein de métiers là-dedans, quoi. Mais ce qui était à l'époque, je me rappelle avoir discuté avec un responsable de la Fédé d'ailleurs, en se disant, parce que c'est assez mal vu en fait, les plus réactifs. Enfin, tu sais, quand tu t'installes, que tu as un autre boulot, je T'es pas ramène dans ça il y a une 20 ans. case. Ouais, t'es pas dans la bonne case, quoi. Et je me rappelle avoir discuté en disant, qu'est-ce que tu penses que ça va passer? Est-ce que je vais me faire bâcher? Est-ce que je vais être bien vu? Enfin bref. Bon, puis maintenant c'est assez commun, mais... Et du coup, tu t'as quitté ton job quand pour être à 100% sur l'exploitation? Bah, je sais pas parce que je suis jamais 100% sur Oui, l'exploitation parce qu'en fait, tu as quitté la FDSE pour te mettre sur tes activités à toi. en fait, j'ai quitté la FDSEA en 2000, je sais pas, attendez, combien là, dès 2025, ça fait 3 ans, 4 ans, 3 ans, Ouais, ok. 3-4 ans je crois. En fait, moi j'ai fait plein de boulot, j'ai bossé dans le syndicalisme, j'ai été dans la partie conseil d'entreprise. J'ai participé à accompagner un peu la transition digitale ou impulser un peu des réflexions dans un monde qui se fait de l'entreprise qui se fait un peu digitaliser. Du coup, à un moment donné, j'ai pris la direction d'une partie informatique aussi de ce groupe-là. Toujours à la FDSE? Toujours la FDSEA. Okay. Et dans cette partie informatique, on a essayé d'impulser une dynamique un peu des nouveaux services, un peu en mode start-up. Et ça a fini par grandir. Et puis, on n'a pas trouvé le modèle économique. Enfin, ça n'a pas marché comme on l'a souhaité. On pourrait faire tout un sujet d'ailleurs là-dessus, sur l'entreprise là-dessus. Et ça s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté et que voilà, toute l'équipe a été licenciée, on va dire, moi j'ai rebondi du coup avec d'autres copains sur la création de l'agence Les Black Moutons. Ouais. Un projet qu'on avait un peu en tête comme ça, qui était posé sur une étagère et qui dit bah voilà, on est dispo, ok, bah allez go, on y va quoi. Et les Black Moutons, tu peux nous raconter ce que vous faites? Et les Black Moutons, en fait, c'est une agence de marketing digital et d'influence dédiée pour le monde agricole, pour les entreprises qui veulent parler aux agriculteurs, de manière en utilisant beaucoup les codes et les leviers du digital, donc jouer avec les réseaux, jouer avec le contenu, travailler le référencement, enfin tous les sujets qui sont non digital, mais dédiés à l'agriculture. Et en fait, les 3 fondateurs qui sont là-dedans, tu as un autre agriculteur qui est un youtubeur, Thierry Baillet, qui est passé sur ce podcast. Qui passait sur ce podcast. Il est agriculteur et ça fait 12 ans aussi qu'il est créateur de contenu. Donc il a une certaine expérience d'utilisation des réseaux et des collaborations avec des entreprises. Clément Mouly, qui est notre expert en marketing digital, qui a bossé beaucoup dans des startups ou en freelance pour des boîtes dans cet univers-là. Et moi-même qui suis agriculteur. Et en fait, à nous 3, on va mélanger plein de compétences de bien connaître le monde agricole. Alors évidemment, on ne connaît pas tout, mais enfin quand même, on le connaît un peu. Connaître le monde de l'entreprise, comment ça fonctionne de l'intérieur,
connaître le marketing digital et l'influence. Et du coup, le mix de ces compétences-là fait que il n'y avait pas trop sur le marché, donc on a dit on se lance avec cette. L'idée de Jenny, c'était le positionnement. C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de marques qui veulent capter les agriculteurs et l'attention des agriculteurs et qui ne savent plus leur parler parce qu'il y a une décorrélation entre le monde agricole et le reste. C'est un peu cette espèce rare en voie de disparition, l'agriculteur, et comment on les touche et comment on fait passer des messages. Ouais, puis tu as des réflexes encore de boîtes. Tu vois, un vieux réflexe, pas c'est un vieux réflexe, mais des réflexes un peu marketing de se dire tiens, j'ai un message à leur faire passer, je vais bourrer le mou pour qu'ils l'écoutent, ce message-là, tu vois. C'est moi qui ai un bon produit, mais écoute que c'est un bon produit. Et en fait, ça marche, tu vois, agricole ou pas, ça marche pas cette mécanique-là. En fait, il faut repartir plutôt de qu'est-ce que les gars du terrain ils ont besoin d'entendre. Et c'est là où des fois ça décroche parce qu'ils n'ont pas forcément le parcours ou le langage agricole. Et une des plus-values, c'est de pouvoir se dire nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et on placera, tu vois, quand on accompagne des boîtes dans des campagnes et tout ça, on dit on va parler de plein de choses qui globalement est vraiment très intéressant pour les agris. Et toi, tu es une petite pièce de tout ça, on va t'injecter dedans et on va mettre ton produit là-dedans. Mais on va pas t'accompagner à être un bourrin. Donc ça, c'est une approche déjà différente qui est assez appréciée, je veux dire, des clients avec qui on bosse. Et le fait de bien connaître le monde agricole, des fois, c'est vrai qu'on peut dire, alors aujourd'hui, ce que vous faites là, vous faites plaisir. Mais en fait, nous, ça ne touche absolument pas. En fait. Ce slogan, ce truc, bon, voilà, vous êtes un peu perché, quoi. Donc, du coup, on les ramène un peu là-dessus. Alors, faut pas avoir trop de prétention non plus, mais c'est quand même une petite plus-value qu'on a que d'autres n'ont pas. Et plus aussi, il y a un esprit créatif dans l'équipe qui fait qu'on aime bien faire des trucs un peu différents. Ce fameux pas de côté que mes parents peut-être ils m'ont donné, ça existe dans la tête de Clément aussi, donc on aime bien faire des trucs un peu qui sortent du cadre. Et si on en revient à ton exploitation, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a dessus ? Alors, sur la ferme, à aujourd'hui, donc c'est une ferme qui fait 120 hectares, il n'y a que des cultures en fait dessus, hein. C'est du blé tendre, du blé dur, du maïs, du colza, des févroles, de l'orge, voilà. C'est une ferme, ça s'appelle la ferme des Grandes Tuileries. C'est une ferme où on a très longtemps fabriqué des tuiles parce que c'est blindé d'argile en fait, hein. C'est une ferme un peu difficile à travailler. Et du coup, moi quand j'ai repris, j'ai fait comme avant, hein, comme le papounet. Je labourais, je passais ma herse rotative, je cramais du fioul, je changeais tous les versoirs et tout parce que c'était usé. Puis à un moment donné, je me dis mais attends, mais ça peut pas durer comme ça. On a des coûts de production qui sont lourd en fait dans ce mode de fonctionnement. Il faut qu'on trouve à baisser un peu ça. Et des coûts de production que tu arrivais à mesurer, pardon, parce que je me rends compte grossièrement, mais c'est quand même un vrai sujet aujourd'hui de mesurer ses coûts de production et de savoir telle production elle me coûte tant à produire et ma marge elle est de temps. Oui, alors du coup moi j'ai un défaut ou un avantage, c'est comme j'ai toujours eu un boulot à côté, c'est-à-dire qu'à un moment donné toutes ces réflexions là, soit je les ai croisées parce que j'étais dans le syndicat, soit à un moment donné j'ai piloté un centre de gestion qui brassait des chiffres sans arrêt. Donc si tu veux forcément ça t'impacte à réfléchir chez toi aussi, si tu veux, quand tu discutes avec les conseillers tout le temps, machin. Donc je me suis dit il faut raisonner un peu différemment. Et à l'époque moi j'étais aussi à la FDSEA et j'accompagnais des groupes d'agriculteurs qui voulaient penser différemment. Donc on emmenait des gens voir des agriculteurs qui travaillaient différemment sur différents sujets, notamment sur l'agriculture de conservation à l'époque. Et à force d'emmener des gars dans des fermes, moi aussi j'écoute, je me dis mais putain, mais je comprends pas ce gars-là. Enfin, par exemple, moi j'ai eu un déclic quand je suis allé chez Stéphane Billotte en Côte d'Or. Ce gars-là, en fait, il avait 30% de rendement de moins en potentiel, sauf qu'il avait des EBE qui étaient aussi bons que nous, quoi. Et là, excédent brut d'exploitation, donc c'est ce qui reste des performances économiques, tu vois. Alors que potentiellement, il avait un potentiel justement de rendement plus faible. Et du coup, en rentrant, je me suis dit, mais putain, on est vraiment con, quoi. Soit on devrait avoir un appart tous sur la Côte d'Azur, où on ne sait pas s'y prendre, quoi. Et du coup, ça m'a amené à réfléchir sur changer le modèle, voir les choses un peu différemment. Et petit à petit, du coup, je me suis risqué. Alors, c'est facile, on se met vite un peu dans les cases, mais c'est pas forcément ça, mais dans les techniques d'agriculture de conservation des sols, dans l'utilisation des couverts végétaux, dans le semi-direct, pour aller chercher au départ une approche d'économie,
Et En j'ai disant vite quoi, vu... moins d'énergie, moins de temps passé. c'est moins pas de- compliqué. Aujourd'hui, par exemple, quand je sème du blé, ça me coûte 5 litres de fuel à l'hectare. Avant, ça me coûtait 40. J'ai pas besoin de courir pour le rendement en ayant déjà économisé ça. C'est ce que j'ai déjà pas dépensé, quoi. Mais après, en regardant toutes ces techniques, j'ai aussi redécouvert la partie agronomique et l'intérêt de protéger ses sols, du fonctionnement du vivant. Du coup, tu te réintéresses à des trucs que tu as appris à l'école plus ou moins. Et là, ça devient vachement passionnant sur au-delà de l'économique, tous les autres effets bénéfiques que tu peux aller chercher dans une approche un peu différente, ou en tout cas mieux mesurée que tes approches d'avant, au-delà de te coûter cher. Elles pouvaient être néfastes sur certains aspects dans ton mode de production. Donc du coup, ça fait réfléchir. Et donc ça, maintenant, je suis toujours un peu dans cette recherche d'agriculture un peu moins coûteuse d'une part, mais aussi qui est plus raisonnée ou plus équilibrée avec son environnement. C'est vachement intéressant de chercher les leviers naturels, on va dire, pour trouver des réponses. Après, moi, je suis pas en bio pour autant, hein, je m'interdis pas les produits de synthèse qu'on a besoin, mais j'aime bien essayer de trouver des mécaniques un peu naturelles. Et ça, je le fais pas tout seul, parce que moi, dans mon parcours de vie, j'ai appris que j'étais pas trop mauvais quand j'étais en groupe, mais quand je suis tout seul, je suis très nul, quoi. Mais en groupe, c'est bien. Donc souvent, assez vite, moi, ça fait 10 ans, 12 ans que je travaille avec un autre agriculteur, où en fait, on s'est un peu stimulés tous les deux sur ces changements techniques en agronomique, et qui nous a aussi amené à acheter du matériel ensemble. Ouais. Et maintenant, on est dans une CUMA à plusieurs, intégrale, où 100% du matériel est dans la CUMA. Moi, j'ai que des tiers de pourcentage de tracteurs, de pulvées, de batteuses, tout ça, quoi. Ça m'amène à plein de trucs là, tout ce que tu dis, mais c'est sûr que en fait, maintenant, on en parlait ensemble, mais être agriculteur, c'est être entrepreneur, c'est devenu hyper complexe maintenant. Et effectivement, c'est pas tout de faire du chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires. C'est comme toute entreprise, quand on fait beaucoup de chiffre d'affaires, généralement, on a beaucoup de coûts et on peut se tuer à la tâche des fois. Et du coup, peut-être des fois, il vaut mieux faire moins de chiffre d'affaires, mais avoir moins de coûts. Et parfois, la marge, elle va être la même, ce qui reste à la fin du mois, voire meilleure même. Je pense même en agriculture, on parle pas tellement chiffre d'affaires, on parle quinto, tu vois. Dans les quinto ou litres de lait, mais bon, chez moi, c'est plutôt quinto en céréales. Et en fait, le sujet, il serait plutôt de parler marge, quoi. Oui. En fait. Et moi, ce que j'ai vu justement dans les visites d'agriculteurs à droite à gauche, il y avait vraiment des gens qui raisonnaient comme ça en disant, mais moi, quand j'ai fait 30 quintaux de blé, ça y est, je peux me payer. Tout le reste, c'est du bénéf. Ouais. Quand je regardais ça, moi, avec mes yeux de la partie gestion, dans la Marne, en moyenne, il fallait faire 80 quintaux de blé pour commencer à être payé. Oui, mais quand tu regardais justement la variabilité des rendements sur les dernières années ou du marché, parce que les marchés sont vachement aléatoires, tu te dis sur les 10 dernières années, il y a combien d'années où j'étais en dessous ou au-dessus de la courbe, quoi. J'étais la tête dans l'eau ou au-dessus de la tête. Et c'est là que tu te dis, putain, mais notre modèle, il est peut-être à chercher la ultra performance, mais il est vachement coûteux. Et si je pouvais être moins coûteux au départ, c'est moins difficile d'aller trouver sa rentabilité, quoi. Après, ce qui est difficile, des fois, je ne sais pas s'il y a des agris qui nous écoutent, mais la dernière fois encore, il y en a un qui m'a dit, je lui ai fait une blague sur j'espère que tu aurais gagné plein d'argent. Il me dit, ça, je te dirai quand j'aurai reçu le bilan comptable de ma comptable, quoi. Ouais. Et en fait, donc, pour ceux qui n'ont pas de boîte, le bilan comptable, l'expert comptable, il nous l'envoie. Généralement, moi, je le reçois en avril. Là, je vais le recevoir en avril 2026 pour mon année 2025. Donc, effectivement, ça met toutes les charges, les coûts, les marges. Mais du coup, je me rends compte qu'il y a des agriculteurs qui attendent ce bilan comptable pour savoir s'ils ont fait une bonne ou une mauvaise année. Mais du coup, ça me paraît un peu hasardeux de ne pas regarder ses coûts, sa trésorerie. Comme un chef d'entreprise, on en revient à ça. Mais c'est vrai que maintenant, ça devient quasiment obligatoire quand je vois comment vos marges elles sont tendues. Ouais, alors après, ça dépend des... Alors clairement, en fait, en tant que chef d'entreprise, on devrait maîtriser ça. Et comme d'autres chefs d'entreprise, je pense, de d'autres secteurs, effectivement, si tu n'as pas d'autres outils, tu reçois ton bilan comptable où on te parle de l'année d'avant alors que tu es plus proche de la récolte de l'année d'après. Donc si tu veux, tu dis voilà, de quoi tu me parles. Donc après, il y a des outils qui existent et qui peuvent permettre d'anticiper un peu. Après, l'agriculture, c'est une récolte par an. Il
il y a un temps long et une obligation aussi de passer à travers les crises Oui, c'est comme ça. vrai. Donc après, Oui, le blé va s'équilibrer d'une année sur l'autre. Il va y avoir des bonnes années, des peut-être, mauvaises. alors, en tout cas, mais de toute façon, tu peux pas. C'est pas comme une usine où tu vas détecter. Ou tiens, dans mon métier autre d'agence de com, tu t'es planté sur un devis, le devis d'après, tu vois, 2 mois plus tard, tu le corriges. Tu t'es planté sur ton blé, tu vas attendre jusqu'à la moisson et tu vas ressemer. Donc c'est un temps quand même un peu long qui, je pense, qui fait que. Alors c'est peut-être un prétexte, mais naturellement, t'es pas non plus tous les jours sur ton tableau Bien de bord. sûr. Ce qui n'est pas le même cas, par exemple, si tu es un éleveur porcin, où tu as une sortie Ou la d'un volaille. animal ou des Ouais. volailles qui est machin, donc tu regardes à la bande, et puis tu es sur des productions où tu as peut-être un peu moins d'inertie ou de possibilités, c'est-à-dire que tu es bon ou tu es mauvais, quoi. Si Oui. tu as trop mis d'aliments, nous, en grande culture, il y a quand même encore un peu d'inertie, peut-être parce qu'il y avait encore un peu de rentabilité. Bon, plus elle s'effrite, moins tu as le droit de faire des erreurs, quoi. C'est aussi une autre façon de le dire, quoi. Ouais. On en reviendra après au cours du blé et tout ça. Mais avant, tu parlais aussi de pratiques de conservation des sols et tout ça. C'est quand même ça bouge quand même beaucoup dans le monde agricole, mais peut-être pas assez vite au goût de certains. Enfin, pourquoi ça ne bouge pas plus vite? C'est quoi ton avis sur tout ça? Pourquoi? Je pense que plus de la moitié des agriculteurs ont plus de 55 ans. Donc, si tu veux Déjà, t'as tout dit. à Parce que partir tu de là, revoir à 55 ans. voilà, tu dis ça va bien m'emmener jusqu'au bout. Donc, tu vas être en posture, ouais, tous ces gars-là, ils nous font chier, ils nous retirent les produits, machin. Voilà, de mon temps, on faisait des manifs. Tiens, j'entends, c'est mon père, quoi. Mon temps, on faisait des manifs, on revenait, on avait gagné des trucs. Là, maintenant, plus rien. Une autre analyse, mais tu vois, mon père qui avait pourtant mangé des phytos et ça s'est pas bien passé, il ne savait pas faire son jardin sans phyto. Tu vois, c'était tellement ancré ce modèle-là. Et mon père, quand il était petit, enfin, il me racontait que quand il était petit, donc lui, il est né en 44, il dit, nous, on a connu encore les tickets de rationnement, et à l'école, il disait, toi, le fils d'agriculteur, t'es un affameur, quoi. Et si tu veux, je pense que je comprends, enfin, j'imagine que en fait cette génération en fait a vraiment démarré quand nous on dit oui avant après la guerre on mangeait pas à notre faim, c'est facile à le dire à nous mais on sait même pas ce que ça veut dire. Eux ils le savaient, ils l'ont connu. Donc le progrès, cette agriculture qui a fait progresser, qui a fait qu'on pouvait manger à notre faim puis après qui a été excédentaire. Ouais, que du coup on a Si tu connu veux, la paix en Europe aussi grâce voilà, à ça. eux ils ont connu ça, donc la remise en cause de cette génération c'est compliqué. Après cette génération maintenant elle est terminée, elle va arriver en retraite, il y a une génération intermédiaire et nous. Mais donc je pense que déjà tu as des gens qui sont plus proches de la fin que du début, qu'il y en a, on dit qu'ils vont partir en retraite, pas du tout sûr, moi je pense qu'ils vont mettre les terres à façon et ça va rester comme ça encore un certain temps. Et puis après clairement, tu te remets en cause quand tu es en difficulté. Il y a des fermes qui galèrent, qui se posent des questions, qui réagissent. Il y en a d'autres, moi je regarde dans ma région, qui est plutôt une région de grande culture, ça marche très bien comme ça. Genre, tant qu'ils pourront utiliser la charrue, mettre des phytos tant qu'on veut, et puis des engrais, et ben c'est bon, ça marche. Et puis on va se défendre aussi professionnellement pour que le plus longtemps possible, on puisse avoir ces phytos et ces engrais. Or, en fait... Donc ça, c'est un autre sujet, mais tu as ta ferme à toi, mais si tu te regardes un peu plus haut, un peu plus loin, la dépendance aux engrais dans ces systèmes-là, à un moment donné, quand les Russes, on va vraiment s'énerver avec eux, ou je sais pas quoi, enfin, on n'est pas autonome en Europe en production d'engrais, donc quand même, ça devrait nous poser des questions. Après la guerre en Ukraine, où les prix se sont envolés. Ouais, mais tu sais, des fois, on a la mémoire courte, parce qu'on a l'impression d'avoir un peu oublié. Bon, les phytos, alors, on les utilise d'une bonne manière en France, on respecte les trucs, mais on peut regarder qu'il y a 2-3 trucs. Donc si on pouvait faire différemment, ça serait quand même pas si mal. Il n'y a pas forcément des solutions, mais ça pourrait peut-être être pas si mal quand même. Donc je pense qu'il faut quand même regarder devant nous et se dire, on a quand même des enjeux, on doit bouger des choses. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on faisait, c'est pas bien, et qu'on est des méchants salauds d'agriculteurs à faire des conneries, mais... on peut voir qu'il y a un modèle qui n'est pas complètement durable sur certains aspects, et on peut se poser des questions pour essayer d'évoluer. Et ça, je pense que c'est aussi avoir envie de se remettre en cause. Mais dans la nature humaine, on aime bien aussi rester dans notre confort, quoi. Et puis c'est pas évident. C'est quand même, j'ai l'impression, beaucoup de compétences à acquérir, une manière différente de faire, parfois avec des trésors qui sont restreintes, et que c'est sûr que c'est plus facile de rester dans le modèle que c'est quand même un chantier.
Et il y a quand même le vrai sujet aussi de qui paye le coût de la transition, parce que là, toi, tu as réussi à absorber tes tests et à te régénérer. On peut en parler, mais je sais pas. En fait, tu as raison. C'est-à-dire que quand tu veux changer, je pense que tu as intérêt à avoir de la trésorerie pour gérer ton droit à l'erreur du changement et ta R&D que tu vas faire. Mais en fait, ça va vite à prendre des gaufres, donc à un moment donné, tu peux vite avoir cramé ton enveloppe de R&D potentiellement, quoi. Et moi, pour le coup, je pense que je suis un peu dans cette situation-là aujourd'hui, c'est qu'on a fait quand même pas mal de choses. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours eu un boulot à côté, ce qui est une énorme chance. Donc moi, je tirais très peu de salaire sur la ferme, avec cette envie de la faire progresser très vite. Quand je me suis installé, j'ai pu redrainer les quelques hectares qui n'avaient pas été faits, j'ai fait un hangar photovoltaïque pour stocker, j'ai modernisé, mais parce que je profitais de mon salaire à côté. C'était mon choix, en fait. Et du coup, ce que je gagnais les bonnes années, hop, ça me préparait pour les années d'après. Mais tu mets de base, en fait, les cours qui font le yo-yo, les années de météorologique qui font le yo-yo aussi, plus des erreurs, tu as vite fait en fait de cramer assez vite en fait l'argent que tu as mis de côté, quoi. Et moi aujourd'hui, j'ai fait mon petit parcours, j'ai des réussites et j'ai fait des erreurs. Bon, je les ai payées, enfin voilà, j'ai vidé quelques comptes pour assumer ça. Donc je suis plus armé maintenant qu'il y a de mon savoir et de cette expérience par rapport à il y a 10 ans. Mais quand même, voilà, je les ai assumés parce que les années d'avant étaient bonnes et parce que j'avais un métier à côté. Et ça veut dire que mon chemin, tout le monde ne peut pas le pratiquer. Si tu n'as pas un autre métier à côté, tu ne peux pas faire ce que j'ai fait. Et je ne dis pas du tout que c'est une bonne façon de l'avoir fait, d'ailleurs. Mais donc, il faut comprendre aussi qu'une autre personne se dire, non, mais moi, je ne peux pas risquer. Et puis après, tu as l'aversion au risque aussi. Oui, également. Et ça, c'est propre à chacun. Et propre à chacun. Parce que tu as des gens, ils vont te dire... par exemple, semer un couvert, c'est prendre un risque. Ou mettre, je sais pas, des févroles avec les colzas quand on fait des cultures associées pour tromper les insectes, c'est prendre un risque. Il y a zéro risque en fait à faire ça. Par contre, acheter un tracteur 50 000 € trop cher, ça c'est peut-être un risque. Tu vois, c'est certainement un autre risque. Et en fait, chacun a un peu son truc. Et moi, je sais que quand on est passé en semi-direct, mon collègue, c'est un fou. Lui, il est passé jour, nuit, c'est-à-dire d'un jour au lendemain. Il n'y a pas de bande d'essai où on passe tout comme ça. Bon, tout le monde n'est pas couillu comme ça, quoi. Après, lui, c'est pareil, il avait une autre activité, viticole et tout ça, donc il a de quoi faire le tampon. Il aurait vécu que de ça, peut-être qu'il aurait pas été si vite, quoi. Différemment. Et ça pose la question de qui finance le coût de la transition, parce qu'on peut pas non plus laisser les agriculteurs seuls à opérer le changement chez eux, surtout que j'ai le sentiment que ces pratiques-là, c'est quasiment la parcelle, chaque parcelle est différente et que même sur une même exploitation, toutes les parcelles ne vont pas avoir besoin de la même solution. Donc il y a quand même... C'est vrai que, en fait, suivant les types de sols, ça va pas se comporter pareil. Il faut laisser le temps et l'agriculture, ça prend du temps, donc il faut laisser le temps. Mais un des premiers sujets, ce serait de payer nos produits, en fait. Parce que tu sais, on dit à chaque fois, il faudrait des aides, il faut accompagner la transition, je sais pas quoi. Un des sujets, c'est de nous payer notre prix de coût de production, quoi. Ce serait déjà bien. Premier sujet. Deuxième sujet, arrêter d'importer dans nos assiettes justement ce que... Parce qu'en fait, quand on fait ça, on se fait plaisir soi-même, mais on essaye de répondre à une attente sociétale aussi, d'une certaine façon, pour que justement, dans les assiettes de tous les Français, on ait des produits peut-être un peu différents, un petit peu plus qualitatifs. Mais du coup, tu ne peux pas supporter qu'on nous importe des produits qui ne correspondent pas à ce standard. Et donc ça, c'est le coup de poignard sur tes efforts. C'est-à-dire que toi, tu te dis, je fais des efforts, c'est bien, tu vas avoir un politique à dire, c'est bien ce que vous faites, tu vas avoir un particulier dans la rue à dire, c'est bien ce que tu fais. Ouais, achetez-le, hein, parce que sinon, on va arrêter de le faire. Donc le premier soutien, c'est ça, c'est acheter nos produits au juste prix. Voilà. La loi du plan a été un bel exemple de ça, avec les néonicotinoïdes et la betterave, où on l'a interdit pour les Français, mais par contre, les produits importés pourront l'utiliser. Et donc là, il y a une forme d'hypocrisie, parce que dans ce podcast, on peut citer des marques, parce que sur le plateau télé, on ne peut pas le faire, mais dans ce cas-là, ça veut dire que plus personne ne mange de Nutella, quoi, dans ce cas-là. Parce que on ne peut pas interdire aux agriculteurs français un truc qu'on autorise aux autres, et après, aller manger les produits que les autres ont produits. Ouais. Et ça, c'est le truc le plus schizophrène. Enfin, je pense que les agris, tu vois, tu as des gens qui sont quand même en colère, mais c'est le premier sujet. Enfin, très franchement, tu gères ça, tu
tu vas refaire un appel d'air sur le marché, ça veut dire que ça va te laisser produire. Peut-être que alors on n'est pas seul dans le monde à produire, mais je pense qu'on a besoin d'un retour de protectionnisme. Parce que si tu veux encourager un autre modèle, parce que je pense qu'on pourrait même aller plus loin en agriculture. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question... Enfin, moi, il y a un truc qui m'intéresse quand même, où je n'ai pas du tout les réponses, mais qui m'intéresse, c'est de regarder notre agriculture et l'impact sur la santé. On dit toujours que le premier médicament qu'on a, c'est ce qu'on mange. Alors, on pourrait se dire, nous, ce qu'on fait, les agriculteurs, c'est forcément très bien. Oui, on essaye de faire les choses bien. Mais si on se pose, on peut peut-être se dire, on fait très bien, mais... il y a peut-être des problèmes de diabète à droite, de trop de sucre à gauche, des gluten qui... Donc peut-être qu'il y a des trucs qu'on pourrait faire différemment et avec un regard sur le coût de la santé des Français, quoi. Alors quand je dis ça, parce que j'ai des agriculteurs, ils vont me sauter dessus. Je dis pas qu'on fait pas bien. Moi, je pense que justement, là, l'agriculture française, on fait déjà très bien. Mais je pense qu'on pourrait être raisonnable pour se dire... Enfin, t'as des gens qui sont... Alors nous, on ne détient pas toute la vérité, les agriculteurs. Après, t'as l'agroalimentaire. Vos produits sont transformés voilà, derrière. Le problème est là aussi. Donc ça, on n'a pas la main. Donc peut-être que nous, on a un peu notre sujet. Par contre, moi, je trouve choquant qu'on ait des populations qui sont de plus en plus gros, qui ont des problèmes de diabète, qui ont des problèmes de ceci, qui ont des problèmes de ça. Donc qu'est-ce qu'on veut de notre société demain ? On veut tous avoir une société d'Américains français qui sont malades, qu'on va du coup foutre des médicaments, donc on pourra nous reprocher de mettre des phytos, mais on va se gaver de médicaments. C'est le même sujet. Hein. Ouais. Donc je me dis, tu vois, on pourrait dépasser ça pour essayer de... Et ça, si tu avais un projet comme ça en disant demain en France, on va avoir une agriculture qui est différente pour nos territoires et pour notre assiette et pour notre santé, elle est obligée d'être protégée. Oui. Pour ça, tu peux pas introduire quelque chose que tu essayes de changer, c'est pas possible. Mais pour ça, il faut un peu de courage politique. Ouais, ça faut du coup. Alors, faut de la vision, faut des connaissances et du courage. Oui. Et dans le courage, il faut tenir le fait que si tu changes de paradigme, forcément, tu changes tout un état, des gens qui sont établis, quoi, avec un business, donc c'est la remise en cause d'un business. Donc c'est pas simple, c'est facile de le dire à côté d'un verre, mais c'est pas simple de faire ces transitions. Tu pourrais te dire, voilà, on se donne un cap à 20 ans ou à 30 ans ou à une génération. On se dit, tiens, c'est ça qu'on pourrait se dire. En 50, c'est quoi notre agriculture, une alimentation que l'on veut dans notre assiette ? Ok, on veut ça, alors donnez-nous le temps, et dans 20 ans, on y sera, quoi. Ouais. Mais je vois que personne, il n'y a pas grand monde qui... Non. Vision, connaissance agricole, courage politique, moi je pense que personne nous en voudra de dire qu'en ce moment, la classe politique ne remplit pas vraiment les 3 critères. Non. Et d'ailleurs, c'est triste parce que tu ne sais pas d'où peut venir le vrai bon changement, quoi. Alors tu pourrais dire, ça va venir du terrain. Mais le terrain, il n'a pas toutes les clés pour autant. Oui. Mais tu vois, moi, j'ai suivi un peu les travaux du Shift Project qui a sorti un rapport sur l'agriculture avec une entrée énergie à la base. Mais l'énergie, c'est au cœur de tout pour faire fonctionner. L'énergie, c'est important et c'est au cœur de tout. Et si tu veux, je trouve que tout ce qu'il y a de là-dedans est faisable. Toutes les recommandations sont faisables. Par contre, c'est l'envie d'avancer. Mais il est plein de bon sens, ce rapport. Et moi, je serais bien à l'aise d'avancer et de se dire, voilà, le cap pour l'agriculture qu'on doit avoir pour 20 ans, dans 30 ans, c'est de respecter ça. Parce que, c'est sobriété énergétique qu'on n'a pas en France. Donc, il serait minimum de se dire comment je peux économiser un peu moins. Et puis, aussi sur un aspect un peu gaz à effet de serre, planète et tout... si on peut essayer de faire un peu les choses mieux, ça serait quand même pas mal non plus, quoi. Bon, et ensuite, on n'a pas parlé de Papote. Vas-y, raconte-nous. Papote, c'est une histoire d'amour, ça. Papote, c'est l'histoire de Caroline et moi. Caroline qui vivait pas dans la région quand on s'est rencontrés et qui, quand tu es avec un agriculteur, pas de bol, tu es obligé d'aller chez lui, c'est pas lui qui déménage. Et devenir agricultrice, presque. En tout cas, la ferme fait partie aussi du quotidien. Et en fait, elle est arrivée, elle bossait, elle est fille d'agriculteur, elle bossait dans l'agroalimentaire. Elle n'a pas trouvé de job agroalimentaire dans notre région. C'est déjà un signe d'ailleurs sur Papote. C'est que chez nous, c'était pas une région très alimentaire. Ça se passait pas bien. Et du coup, en rentrant de vacances, on dit c'est pas possible. En fait, elle dépérissait.
Je dis, on va faire un truc ensemble. Après tout, tu es dans l'alimentaire, tu aimes bien ce sujet-là. Moi, j'avais toujours envie, si tu veux, comme j'ai des boulots à côté, je me dis, c'est cool, je fais ma ferme, parce que tu peux faire 2 boulots, mais je la développe pas. Je la fais le week-end, vite fait, hop, je bosse jour et nuit, pof, le blé il est semé, tu passes à autre chose. Mais je la développe pas, j'y accorde pas de temps. Donc tout le temps, je m'étais dit, j'aimerais bien me retourner à la fin de ma carrière en ayant créé quelque chose. Donc si un jour je pouvais installer quelqu'un, parce que je prenais quand même mon pied d'avoir un autre boulot en termes d'ouverture, j'aimais bien ça. Mais si je pouvais permettre à quelqu'un qui a envie de s'installer sur une ferme, tu vois, je lui laisse un peu de place et qu'on trouve un équilibre, qu'il développe un projet. Bon, il se trouve qu'en fait, c'est avec Caroline qu'on s'est dit, tiens, on va développer le truc. Donc sur l'autoroute, en rentrant à peu près à Sens, on a dit, bon, on va produire quelque chose. Et à Montargis, on a dit, ça sera des pâtes. Tu vois. Donc il y a une demi-heure, 3/4 d'heure de route. Assez vite, on est arrivé sur ce sujet-là parce qu'on s'est dit, les pâtes, c'est bien. 90% des gens mangent des pâtes. C'est assez simple. Et puis c'est le prolongement des céréales qu'on pouvait faire sur la ferme. Quoi. Alors, les pâtes, c'est avec du blé dur. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter déjà différence blé dur, blé tendre? Fais-nous un petit topo. On peut faire des pâtes avec pas mal de choses, y compris du blé tendre. Et notre région est une région blé tendre, donc on aurait pu faire avec du blé tendre. La recette originelle, c'est avec du blé dur. La différence entre les 2 céréales, c'est notamment, mais il n'y a pas que ça, le taux de protéines qui n'est pas le même. Il y a des caractéristiques techniques. Et le taux de protéines, c'est ce qui va faire la fermeté de la pâte. Donc, pour faire court, quand tu as une pâte au blé dur, tu vas réussir à faire une pâte normalement ferme. Si tu as une pâte au blé tendre, ça sera une cuisson rapide. Si elle est trop rapide, d'ailleurs, si tu abuses un peu trop, ça va être des pâtes un peu collantes, tu vois. Ça peut vite déraper. Donc nous, notre choix, c'était de faire un produit bon selon notre standard. Donc ces pâtes au blé dur, bien fermes, parce que la fermeté des pâtes, c'est plus sympa à manger, mais c'est aussi, y a un sujet, la surcuisson des pâtes, c'est plutôt mauvais pour la santé. Quand on dit que des pâtes, ça fait grossir, c'est pas les pâtes qui font grossir, c'est la surcuisson des pâtes qui font grossir. Parce qu'en fait, quand tu surcuis des pâtes, ça passe de sucre lent à sucre rapide, l'indice glycémique monte, et ça fait grossir. Et ça fait grossir. Si tu surcuis pas et si tu restes sur des pâtes fermes, il n'y a pas de souci, en fait. Ça reste des sucres lents et ce qui se passe à l'intérieur de la pâte reste dans le truc. Donc nous, le sujet, c'était de faire des pâtes qualitatives. Donc moi, sur la ferme, j'essaye de produire un peu différemment. On prend du blé dur parce que c'est une bonne matière. Et après, dans le process des pâtes, on a regardé à avoir un process qui soit le plus qualitatif possible. Et en réalité, en artisanat, ce qui va permettre d'être qualitatif, c'est qu'on va essayer de jamais chauffer la matière, trop chauffer la matière pour respecter le produit et pas le faire évoluer et perdre des valeurs nutritionnelles. Donc on a une chaîne de production où notamment on va faire du séchage, parce qu'on fait des pâtes sèches, du séchage à basse température à moins de 50 degrés pendant 24 heures, alors qu'en industrie, ils sèchent en 2-3 heures à plus de 100 degrés. Et ça grille des acides aminés qui aident à la digestion des protéines, à l'assimilation des protéines. Donc il y a ce process de séchage lent. Et puis voilà, tout le process de la machine qui fait qu'on va vraiment avoir un produit de la pâte qui nourrit mieux. Au bon sens de... C'est pas juste remplir l'estomac, c'est mieux nourrir, quoi. Bon, alors j'ai plein de questions. Déjà, on va commencer par le champ. Ton blé dur, déjà, comment on différencie visuellement un blé dur d'un blé tendre? Un blé dur, ça tale pas trop bien. Si tu es le talage, c'est en fait quand tu plantes ta graine, ça va couvrir le sol plus ou moins. Lui, il va monter assez vite, quoi. Donc, quand tu fais tes rangs de blé, d'ailleurs, tu verras que les rangs ils sont pas trop fermés, alors que les autres, ils vont se recouvrir. Et puis, il est un peu plus carré, un peu plus barbu quand on arrive au moment de la récolte. Et au niveau du grain, alors là, c'est très reconnaissable, parce que c'est un grain un tout petit peu plus long, plus fin, un espèce de... un peu d'inspiration grainerie mais un peu allongé si tu veux, et il y a un léger côté translucide. Alors quand on dit translucide, c'est pas un carreau, hein. Mais quand même tu mettrais un grain de blé dur et un grain de blé tendre côte à côte, tu verrais qu'il y a une différence, quoi. Et quand tu le croques sous la dent, clairement il est plus dur. Sachant que le blé tendre est utilisé pour faire la farine. Ouais, la vocation du blé tendre, c'est plutôt l'utilisation de la farine qu'on va retrouver dans nos pains, qu'on va retrouver dans la pâtisserie en règle générale, ou qu'on va pour des blés tendres de mauvaise qualité, on va dire, vont partir dans l'alimentation animale, quoi. Et alors, tu sèmes quand? Tu fais quoi dans ton champ et tu récoltes quand? Ouais, alors le blé dur, dans mon cas, on va le semer l'hiver.
au mois de novembre, en l'occurrence je l'ai semé il y a 15 jours, pour aller chercher en fait un peu le plus de temps d'installation dans le champ, pour aller chercher quand même un peu le rendement. On peut le semer aussi au printemps, mais en fait moi j'ai une ferme qui est quand même assez humide, donc ça me fait attendre souvent longtemps. Il y a une année j'ai semé du blé dur au mois d'avril, c'est beaucoup trop tard, donc je sais que je vais vachement handicaper mon rendement. Alors moi sur ce blé dur, mon sujet c'est pas d'avoir le plus gros rendement. Bon, enfin, quand même, à un moment donné, il y a des ratios quand même à garder pour que ça soit pertinent, quoi. Donc, on va semer ça au mois de novembre. En plus, souvent les terres, donc elles sont encore acceptables, on peut encore passer. Après, l'humidité de l'hiver elle sera compliquée. Je vais choisir mes parcelles justement les moins humides, parce que c'est une espèce qui n'aime pas trop l'humidité. Donc, je ne peux pas le mettre dans toutes mes parcelles. Et après, donc, on sème, on laisse ça l'hiver. Sortie d'hiver, on va lui donner un peu à manger, hein, donc de l'azote, hein, parce que pour toute plante, il faut qu'elle grossisse comme ça. Donc soit en compost, soit et ou avec du compost, ou sinon c'est de l'engrais minéral qu'on va rajouter. Moi, je vais apporter des oligo-éléments pour faire corriger les petites carences, donc du manganèse, du bore, du magnésium, enfin. Un peu comme nous, l'être humain, des fois, on va chercher un peu à compléter. L'idée est de faire en sorte d'aider la plante à être la plus en forme possible et d'assimiler le plus possible ces éléments naturels qu'elle a au pied. Des fois, il y a des éléments naturels qu'il y a dans le sol qu'elle pourrait avoir, mais comme il manque, je sais pas, un peu de cuivre, ou un peu de soufre, ou un peu de ceci, un peu de cela, elle l'absorbe pas complètement, quoi. Donc on va faire cette correction-là. Et puis après, les principales agressions qu'il va y avoir, c'est toutes les maladies fongiques, hein. Donc là au début moi je vais mettre des protections à base de soufre un maximum, et puis à la fin du cycle je vais quand même prendre un produit de synthèse pour me protéger sur une maladie qui peut arriver, qui est la fusariose. Et la fusariose donc qui peut exister sur tous les céréales, mais le blé dur est assez sensible à ça. Et la fusariose, en fait, faut pas déconner avec ça, parce qu'en fait, ça provoque des mycotoxines. Donc les mycotoxines, ça va être par exemple, tu as un été qui est humide. La pluie ou les gros brouillards du matin, de ça, en fait, on va avoir de l'humidité dans les épillets. Et donc, il y a des petits champignons qui vont se mettre. Ces fameuses mycotoxines, et ces mycotoxines vont provoquer, en fait, sont des neurotoxiques. Donc quand on a trop dans ton grain, en fait c'est impropre à la consommation. Ah ouais, donc c'est foutu. Et ça, moi j'ai déjà fait des essais qu'avec des solutions naturelles, vu que nous, si tu es dans le sud de la France avec du sec, c'est pas très grave, mais plus tu montes en hauteur en France, plus tu as quand même des conditions humides, quoi. Et donc voilà, je fais une dernière protection de synthèse pour me protéger de ça. Mais c'est vraiment un sujet où il ne faut pas déconner, parce qu'on n'en parle plus, parce qu'en fait, pour le coup, la chimie en agriculture, on en a beaucoup utilisé, mais en fait, on ne se rend plus compte, mais c'est comme pour la santé, on ne se rend plus compte des problèmes sanitaires qu'on pouvait avoir. Ouais. Avant la guerre, tu avais des fous dans les villages, tu avais des gens qui étaient un peu timbrés. Oui, c'est parce qu'ils bouffaient du pain avec des mycotoxines. Et en fait ça a disparu parce que justement il y avait tous les produits de traitement, donc on n'en avait plus. Mais en fait quand tu relâches un peu ça, tu revois réapparaître des trucs à droite à gauche. Donc ça rappelle. Ça va être un juste équilibre à trouver. Et du coup ça c'est important. Donc moi chaque blé qui sort, je fais une analyse de mycotoxines pour savoir si c'est bon pour la consommation ou si c'est impropre à la consommation. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des années du blé dur qui était en dehors des standards, que j'ai pas utilisé parce que voilà. Et notamment des années où par exemple moi j'ai testé aussi des préparations de purin d'ortie, de kosu, de tout ça. J'étais content, je dis putain je fais que des trucs super bien là, nickel. Analyse à la fin, impropre à la consommation. Bravo, d'accord. Alors ok, j'ai pas mis de phyto dessus, sauf qu'en fait des maladies naturelles en fait fait que je peux pas donner ça à manger, quoi. Ouais. Donc après tu récoltes. Après, je récolte, je stocke, j'en vends une partie. J'en vends une partie. Négociant. Ouais, négociant. Moi, je travaille avec un négociant. J'en fais toujours plus que j'en ai besoin parce qu'en fait, on ne sait jamais la qualité de la récolte. Moi, je vise mes 15% de protéines que je veux tous les ans, mais ça, tu ne le sais pas avant la récolte. Donc, moi, j'en fais toujours un peu plus de 2 fois plus de ce que j'ai besoin. Et si c'est une bonne récolte, je vais essayer de la garder jusqu'à l'année d'après
Et l'année d'après, si j'ai une bonne récolte, je vendrai ce que j'ai en trop. Si jamais c'est pas une bonne récolte, je vais vendre cette récolte-là et j'utiliserai la récolte N-1 qui était de qualité. Parce qu'en fait, moi, je peux pas... En fait, moi, je travaille qu'avec nos farines. Tu vois, des fois, en meunerie, on va corriger en fait, des farines qui sont de mauvaise qualité. Suivant les rendements, suivant les récoltes de l'année, c'est jamais pareil. Donc, des fois, ils vont corriger. Moi, je peux pas corriger. J'utilise ma farine sans correcteur, la plus pure possible. Donc, il faut tout le temps qu'elle soit de bonne qualité. Donc, mon seul sujet, c'est de dire quand j'ai une bonne qualité, il faut que je la garde. Il faut que je me prépare pour si jamais l'année prochaine, c'est pas le cas. Donc, je stocke ça. Et après, j'envoie ça chez un meunier du côté de Reims, à 1 heure de chez moi. Il me passe mon blé dur en farine et je récupère les farines que je vais ramener à la ferme, que je vais mettre dans une chambre froide. Okay. Et en fait, je vais les stocker à moins de 8 degrés. L'objectif est de gérer les problèmes d'insectes qu'il peut y avoir dans les farines. Et donc, je gère ça par le froid et non pas par la chimie. Au lieu de mettre des insecticides, on va mettre les farines dans le frigo, quoi. Okay. Est-ce qu'on met des insecticides dans la farine, sinon? Pas dans la farine, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le blé ou dans les céréales, c'est vivant. Tu peux avoir des insectes qui se mettent. Et si déjà dans ton stockage, il y avait un peu d'insectes, il y a de la chaleur, il y a un peu de vie, c'est pas du tout un problème, quoi. Donc moi déjà je mets plus d'insecticides, puis il y a beaucoup d'agriculteurs qui essayent de plus mettre d'insecticides dans les stockages, mais c'est un vrai sujet, surtout qu'en plus comme les hivers sont de moins en moins vraiment froids et secs, il n'y a plus ce froid et sec qui tuait un peu tout, quoi. Donc on essaye de stocker en ventilant l'état pour baisser la température aussi, puisque un des sujets c'est de baisser la température pour pas qu'il y ait d'activité en fait. Si tu voulais vraiment tuer tous les insectes, il faudrait les mettre dans un congélateur, l'état de blé, donc là on peut pas. Et donc on va baisser par le froid. Et donc c'est pareil au niveau de la farine, c'est de se dire, je reste dans le froid pour pas qu'il y ait de vie qui s'installe. Parce qu'il peut y avoir... Tu sais, on parle de verre de farine ou de... le verre alimentaire. Le verre alimentaire, des fois on voit, tiens, il y a un truc. Bon, c'est vrai que ça existe, donc il faut faire gaffe à ça, quoi. Il y a zéro danger avec ça, c'est juste pas très agréable. Ouais. Voilà. Mais bon, si tu peux ne pas en avoir, c'est mieux. Donc on gère comme ça. Et après, quand on a besoin, on passe la pièce d'à côté où on a toute une installation pour produire des pâtes, quoi. Ok. Alors comment on passe de la farine aux pâtes? Je sais pas, tiens, je te pose la question. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de la farine? Si je te pose la question, c'est que tu es comme une guise, je suis en train de me dire comment on passe de la farine aux pâtes. Non, j'imagine tu le mélanges avec de l'eau. Ouais. Tu mets d'autres choses ou pas? Bah oui, j'imagine. Des œufs? Non. Ouais, pourquoi pas? Ça peut. Après, je sais pas. En fait, les pâtes, c'est quand même relativement simple. C'est de la farine et de l'eau. On va mélanger ça. On va faire une matière qui doit ni trop être humide, enfin, elle doit pas être trop humide ou trop sèche. Donc ça, c'est un petit équilibre qu'on doit trouver. Moi, dans mon cas, je rajoute 21% d'eau en fait dans mon mélange. Et ça dépend des farines que l'on a, puisqu'en fait, petite parenthèse, pour que le meunier arrive à faire de la farine avec du blé dur, comme son nom l'indique, sans tout défoncer, lui, il va commencer par mouiller le blé. Donc, il va mouiller le blé pour que ça passe. Et du coup, lui, il va déjà m'injecter un peu d'eau. Donc, voilà, suivant en fait son meunier comme on pratique, on va rajouter des quantités d'eau différentes. Donc, ça va faire une matière. On va passer ça va mouliner. On va passer ça, en fait, dans une presse qui va sortir, qui va tasser. En fait, il faut comparer ça à une machine à pâte à modeler. Okay. Tu mets ta pâte, tu appuies sur un gros truc et tu as mis une forme étoile, carré, rond, soleil, lune ou je sais pas quoi. Voilà, et tu pousses et ça sort. C'est pareil, sauf que en fait, moi, la machine, elle est un peu plus automatique. Et on va mettre des filières qui sont, au lieu de mettre carré, étoile, rond, moi je mets coquillette, penne, fusilli ou je sais pas quoi. Je change la forme. Et donc, j'ai mes pâtes qui vont sortir, un petit couteau qui va couper la pâte quand la matière va sortir. Et après, ça tombe sur des plateaux et on va vers la partie séchoir, quoi. Donc, ce qu'on va sécher assez vite, en fait, dès que les pâtes sont sorties, on va commencer à sécher les pâtes pour aller sur le process. Moi, j'ai réinjecté 21% d'eau pour faire la matière. Après, la pâte sèche, pour qu'elle qu'elle tienne dans la durée, on doit la redescendre à moins de 12% d'humidité. Donc, on va la sécher, quoi. Ok.
Donc tu l'as fait sécher naturellement ou ça passe dans une espèce de séchoir qui la chauffe? on les met dans un séchoir, donc c'est une sorte de grosse boîte qui pourrait soit être une chambre froide, mais en l'occurrence nous on va balancer de l'air chaud et on va extraire l'air humide. La différence qui est importante, c'est qu'on va pas on va pas chauffer à plus de 50 degrés. Et du coup on va sécher très longtemps. Ouais, c'est ce que tu expliquais. Et ça c'est plutôt le process artisanal classique. Et vous verrez que quand tu prends un paquet de pâtes, c'est assez rare de trouver ça. Il y a quelques pâtes qualitatives industrielles pour lesquelles tu vas avoir ça, dans certaines marques on va dire, mais souvent en industrie, pour gagner du temps et faire des pâtes qui coûtent moins cher, hein, c'est clair, ils ont un process qui va plus vite. Et qui du coup il monte plus haut en température. Alors le problème c'est que justement ça tue des acides aminés qui aident à assimiler les protéines, donc en fait tu crois qu'il y a des protéines mais tu n'as plus d'acides aminés pour les assimiler, donc c'est con, mais voilà, ça n'existe plus. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence parce que eux, quand ils produisent des pâtes, ça ne s'arrête jamais, alors que moi quand j'ai rempli mes séchoirs, puisque ça va durer 24 heures, j'éteins ma machine et puis j'attends. Ouais. Voilà, j'attends que ça sèche, je vide mes séchoirs et là je pourrais peut-être recommencer à reproduire. Quoi. Donc ça fait qu'on a des coûts de production qui n'ont rien à voir avec l'industrie. Quoi. Bon, par contre, du coup, il faut de la farine et de l'eau pour faire des pâtes. Ouais, alors tout à l'heure, tu as raison, tu as dit des œufs. Ouais. Alors il y a des pâtes aux œufs qui existent. Alors c'est assez rigolo parce que maintenant c'est resté des pâtes un peu traditionnelles, mais c'est toujours une histoire de fermeté des pâtes et de protéines. Et en fait, les pâtes italiennes, ils ont des blés durs. Historiquement, tu as du blé dur là-bas. Ils avaient des blés à protéines. Plus tu vas monter haut en France, moins tu as de blé dur parce que naturellement, en fait, elle va pas se plaire, cette céréale-là, parce que c'est des conditions trop humides. Donc, si tu étais sur un blé simple, il manque de la protéine. Un blé simple, il va vite coller la casserole. Donc, on allait chercher la protéine de l'œuf. Ah ouais, l'œuf, ok. Voilà, pour retrouver un peu la fermeté. Maintenant, c'est devenu en fait une spécialité avec un goût un peu différent. Mais c'était aussi pour aller chercher la protéine qu'on n'avait pas pour avoir des pâtes qui se tiennent. Quoi. Très bien. Et alors, vous commercialisez comment, Papote ? Nous, on fait tout. On fait de la vente directe où on fait des événements à côté de chez nous. On vend un peu à la ferme. On fait des marchés sur Paris. On vend en ligne. Des pâtes et mine de rien on en vend pas mal en ligne, hein. Tu peux nous donner ton site? C'est papote-du6pâtes.fr. Bon, okay. Quand tu tapes papote pâtes sur Google, tu trouves facilement, mais on fait 15% de nos ventes en ligne. Et en fait, plus ça va, plus on a des gens qui achètent en ligne. C'est assez drôle parce que nous-mêmes au départ, on se dit faire un site pour acheter des pâtes. En fait, les gens ils achètent des pâtes en ligne. Une fois qu'ils te connaissent, c'est puis cool. Ça se stocke bien, donc tu peux commander des quantités. Tu as un produit sec, effectivement, tu n'es pas trop embêté avec ça. Après, on vend en GMS. Alors, on pensait au départ d'ailleurs qu'on allait vendre beaucoup en GMS et pas trop s'embêter parce que du coup, la vente directe, c'est les week-ends. Et nous, on a 3 enfants. On s'est dit, bon, on va faire notre activité, mais bon, le week-end, on va profiter de la vie, tu vois. Pas du tout. En fait, du coup, les week-ends, nous, on fait de la vente directe et la semaine, parce qu'en fait, la vente en magasin, il y en a, mais franchement, ça se développe pas tellement. T'as des magasins qui jouent le jeu, t'en as beaucoup qui jouent pas le jeu, et du coup, en fait, t'es une marque que personne ne connaît. Donc, quand on t'a mis, en fait, dans le fin fond d'une étagère, personne te cherche, personne t'achète. Donc, le gars, il t'a dit, ça s'est pas vendu. Bah oui, j'ai vu. Alors toi, t'es pas content, moi je suis pas content, et du coup ça s'arrête là. Donc ça se développe pas tant que ça en fait, la vente dans les magasins. Ça a plutôt tendance même un peu à baisser là si on regarde tout ça. Ce qui se développe beaucoup, c'est nous, puis on met un axe à fond là-dessus, c'est la restauration collective. Donc les collèges, les cuisines des collèges, des lycées, les cuisines centrales. Pour nous, c'est important parce que c'est du volume. Et en fait, on a besoin, puisque l'installation coûte quand même relativement cher, on a besoin de sortir un volume pour payer nos charges de fixe. Et c'est là où on va avoir de la marge sur de la vente directe ou sur des ventes où on peut justement mettre un peu plus de rentabilité pour nous. Mais du coup, et ça, c'est un sujet. Et là, il y a un vrai sujet, c'est que par rapport à mes collègues producteurs de pâtes qu'on a dans d'autres régions, nous, on a une région. Et ça, c'est une erreur de notre projet qu'on n'a pas anticipé au départ. On a une région qui n'a pas trop la culture culinaire ou pas trop la fierté d'acheter local. Et franchement, on galère quand même à sortir des volumes. Ouais. Je serais dans l'Essonne, je serais à Angers, je serais à Poitiers et tout. Je ferais 40, 50, 60 tonnes
en restauration collective. Aujourd'hui, on en fait 6. Ah ouais. Et moi, on a fait de la sous-traitance pour un copain qui s'est lancé dans les pâtes. Au bout de 9 mois, il prenait un contrat de 30 tonnes de pâtes. Dans une autre région. Dans une autre région. Du coup, il n'arrivait pas à suivre, donc on a bossé pour lui, momentanément, le temps qu'il se rééquipe. Et nous, on n'était qu'à 15 tonnes de pâtes. Et ça faisait déjà 3 ans qu'on tournait, quoi. Ah Je me ouais. suis dit, putain, ouais, on est quand même pas... Donc ça, il y a un effet région. Et ça, c'est le vrai point noir de notre projet qu'on n'avait pas anticipé. D'ailleurs, même, on était un peu... je me la pète, ça va bien se passer. Caroline, elle vient de l'agroalimentaire. Elle a bossé avec les grandes surfaces. Elle travaille dans le marketing, ça va aller. Moi, je dis, bon, j'ai déjà fait des trucs, on va peut-être y arriver quand même. Bah, en fait, il y a des fondamentaux comme ça. Ouais, après, tu le sais que quand tu vas tester le marché, ça. Ouais, mais ça fait un peu dur parce qu'en fait, tu dis oui, bah, faut acheter local. Tu sais, c'est dans l'air du temps, faut acheter local, Oui, on va c'est acheter toujours local. pareil, il y a le voilà. discours et il y a la vraie vie derrière. Exactement. Et en fait, la vraie vie, bon, elle est un peu lente. Donc, je te dis vente directe, magasin, restauration collective, et puis après, qu'est-ce qu'il nous reste un peu de restauration aussi. Il y a quelques restaurants qui prennent nos produits, quoi. Très bien. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est la minute économie du podcast. Et combien elles coûtent tes pâtes? Ça coûte à peu près 8 € du kilo, on va dire. Ok. Ce qui est proche. Alors, dans les pâtes, quand on s'en rend pas, c'est proche d'un prix de pâtes qualitatives. Enfin, c'est des prix de pâtes qualitatives. Tu prends des pâtes bio ou pas bio, mais séchage lent. T'es dans cette gamme-là. Après, tu peux avoir des lustres crus à 1,50 € ou des Eco Plus à 1,50 €. Sauf qu'en fait, on n'est pas du tout dans le même produit, quoi. C'est des pâtes, et ça, c'est facile. Enfin, moi, je le dis, c'est facile à dire. Tu vas me dire, bah, moi, aujourd'hui, les clients qui viennent, ils nous disent, tes pâtes, ça n'a rien à voir. Une fois qu'on les a mangées, Ouais, on se rappelle le vrai goût des pâtes, on quoi. se rappelle le goût des pâtes, on sent qu'on est un peu plus calé. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Les gens, je leur vends mon discours quand je suis sur le marché, ils prennent mes pâtes, et puis je leur vois après, ils me disent, bah, on a mangé vos pâtes, on a repris ce qui était dans le placard après, et là on a compris. Du coup, maintenant on revient en racheter, quoi. Et en fait, tu vends pas le même produit, même. Et ça, c'est pareil, on l'avait pas trop évalué non plus. Des pâtes, c'est basique. Et du coup, déjà, par exemple, quand on fait un marché, les gens sont un peu, bah, des pâtes. Ouais. Donc, faut expliquer tout ça. Et puis, ouais, tu fais pas forcément d'attention. Tu vas peut-être donner attention à la viande que tu achètes, au canard que tu achètes. Oui, c'est pas un produit qui est considéré comme à forte bah valeur ouais, ajoutée. tu C'est un dis, produit du quotidien. Ça me remplit l'estomac et j'achète des pâtes, quoi. Et en fait, il n'y a pas tes pâtes. Et clairement. Et nous, aujourd'hui, on a des gens qui se disaient intolérants au gluten, qui étaient plutôt dans le confort de l'intolérance. Parce que si tu es vraiment médicalement intolérant, tu peux pas. Mais il y a plein de gens qui se disent je suis intolérant au gluten. Bon, tu fais gaffe parce que ça te ballonne. Qui te disent, moi je comprends pas, vos pâtes, je les mange et j'ai pas de problème. Et en fait, il n'y a pas de secret. Enfin, on pourrait se dire c'est de la magie. Il n'y a pas de secret. Séchage lent, on respecte le produit. 100% nos farines, il n'y a pas de correction. Tu as des fois dans les farines, parce qu'il y a des qualités qui sont variables, on va rajouter des gluten, on va rajouter des fois des enzymes pour refaire travailler les trucs. Et ça, moi je l'ai même appris par mon meunier. Parce qu'un coup, j'ai une boîte de restauration collective qui me demandait pour bosser et c'était le prix. Puis il y avait du volume. Je dis putain, on va quand même pas laisser passer le truc. Faut qu'on trouve une solution. Alors, j'étais en train de réfléchir. Donc le blé dur, ça c'est payé plus cher que du blé tendre. Donc je dis bon j'éjecte. On va essayer du blé tendre et puis on va essayer d'avoir un blé tendre. Et puis je demande au meunier. Je dis, on peut pas faire un truc pour corriger tout ça? Il dit bah ouais, si, je te remets des enzymes, des machins, des trucs, des bidules, et puis on va remonter. Ok. Mais en fait, quand tu as des gens qui supportent plus un produit, bah c'est juste que c'est ça en fait. Ouais. C'est toutes les corrections qu'on va mettre derrière qui sont pas, c'est pas du poison, mais c'est pas un peu c'est pas naturel dans le cycle du produit, donc y a des gens qui tolèrent pas ça. Donc nous en fait, il y a ça qui se passe, c'est qu'aujourd'hui on a derrière ce produit et ce prix, on vend quand même pas les mêmes pâtes et les clients nous le disent, quoi. Les sportifs aussi nous le disent. On a des sportifs qui nous achètent nos pâtes, qui sont convaincus, qui se disent je tiens mieux les entraînements, je suis un peu plus en forme à la fin de tel effort. Enfin, bon, voilà, donc on n'a pas d'études scientifiques, mais on a un certain nombre de clients qui nous disent quand même il se passe quelque chose. Très bien, je prends bonne note et je commanderai tes pâtes. C'est dommage, Manu, mon conjoint, a son semi-marathon ce week-end, ça va être trop tard, mais pour ses prochaines compètes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, JB, pour la suite?
De vendre des pâtes. Vendre des pâtes, acheter des pâtes à JB. Non, ce que je rêverais, c'est quand même d'avoir un ou deux acteurs pour vraiment faire des volumes aujourd'hui sur les pâtes. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à l'équilibre. On ne tire pas de salaire sur Caroline. Et si tu veux, bon, ça va à 5 minutes quand tu lances des projets. Mais quand tu bosses la semaine, plus le week-end, tu vois, ce week-end, on était sur le marché. Caroline est rentrée le dimanche soir à 22h30. Elle est partie le samedi à 5h30 du matin. Le lundi, on retravaille parce qu'on retravaille. Ouais. Parce que, tu vois. Et du coup, ce rythme-là, c'est cool quand tu gagnes ta vie. Quand tu gagnes pas complètement ta vie, c'est un peu... Oui. Donc, voilà, et ça va vite, hein, parce qu'il suffit de quelques acteurs, notamment en restauration collective, dans la Marne ou dans la région parisienne, qui se disent, tiens, on bosse ensemble, et tu as un contrat de 10 tonnes qui vient, et c'est terminé. Nous, c'est après, on est bien. Ça va venir. Et on espère. Oui. Puis en plus, on se donne pour y arriver. Et puis, on fait évoluer des produits. Là, on a sorti une gamme. Faut que ça s'arrête. Hein. Faut couper le micro. On a sorti une gamme de pâtes, des pâtes en forme de riz, le risoni. Et on les a fait comme des préparations à risotto, déjà tout fait. Et ça, on voit, c'est un bon succès parce que c'est un produit déjà un peu élaboré. Les gens se disent, moi en plus, je les présente en disant c'est le plat de la flemme du dimanche soir. C'est pas besoin tu mets de l'eau là-dedans et puis c'est tout, t'as fait à manger. Et ça, c'est un produit un peu qualitatif qui va retrouver sa place aussi dans les magasins, qui va changer d'un produit de base. Et ça marche plutôt pas mal. Et après, on a plein de projets potentiellement sur les pâtes. On pourrait faire plein de choses. Tu pourrais faire des pasta box fermières avec un producteur de viande à côté où tu prends ses bains morceaux qui s'est pas bien valorisé pour faire une sauce bolognaise avec lui. Et la restauration hors foyer, en fait, elle se développe à fond. Tu pourrais faire vraiment des pasta box autre chose que la Sodebo que tu as dans la station Total qui est dégueulasse, quoi. Donc on pourrait faire plein de trucs, mais avant ça, il faut déjà atteindre le premier palier qui était... on va atteindre, mais qu'on aura mis 2 ans de plus à atteindre que ce qu'on avait prévu, quoi. Ouais, il faut du courage. Donc voilà, vendre des pâtes, ce serait bien. Bon, très bien. Mais merci beaucoup, JB. J'ai pas fait un épisode aussi long. On est la joie depuis que j'ai fait Julienne de Normandie et Annie Genevard. Oh la vache. Ministre de l'Agriculture. Mais bon, c'était top. Et puis, je sais pas quelle heure il est. Voilà, 22h15. Et on va se coucher. Deux émissions enregistrées de même pour Very Important Paysan. Donc, on va aller se coucher. Bon, merci beaucoup, JB, pour tout ton partage. Bravo pour tout ce que tu fais. Je trouve ça vraiment impressionnant. Vraiment. Allez, marche. Bonne soirée, à très vite. Merci à toi, salut. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.